Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Sidney Fowell et Jean Gounel pour une émission où on va parler du Decision Day. Don Garber dans l'Est en MLS qui se frotte les mains en ce moment. Pas tout à fait la même chose pour Joey Saputo qui doit checker sa pression sanguine par les temps qui courent. On va parler de la CONCACAF League où le Forge de Hamilton fait bonne figure jusqu'à maintenant et de Ligue des champions en Europe avant de répondre à vos questions que vous nous avez posées au cours des dernières heures sur Twitter. Mais messieurs, d'abord, bonjour. Comment ça va? Bonjour Olivier, ça va très bien, merci. Oui, ça va mieux que mardi soir. Ça, c'est vrai. Commençons avec notre segment à domicile, si vous le voulez, les gars. Les scénarios de qualification. Sid, Jean, j'avais le goût de vous envoyer une balle courbe maintenant que les séries mondiales sont terminées. Je voulais poursuivre ça un peu, mais je vais y aller moi-même avec les scénarios parce que je pense que c'est la première chose avec laquelle on doit travailler, si vous le permettez. L'Impact de Montréal gagne, se qualifie pour la première fois en série en 4 ans parce qu'ils ont raté les séries les 3 dernières saisons consécutives. Maintenant, les scénarios de match nul, scénarios de défaite, ça se complique un peu. Avec un match nul, Chicago, Atlanta et Miami, une seule de ces équipes-là peut gagner. S'il y en a deux, l'Impact est éliminé. Si l'Impact perd, c'est pas synonyme d'élimination parce qu'avec une défaite, si Chicago perd absolument aussi et que du côté de Miami et Atlanta, on fait au mieux un match nul, ben l'Impact serait quand même qualifié. Avec tous ces scénarios-là, Jean, ton niveau de confiance sur une échelle de 10 est où? Je te dirais qu'il est quand même assez haut, hein. Je te dirais qu'il était de 1 à 10, je me mettrais autour de 7. Parce que on n'a quand même pas une équipe de l'Impact qui vaut rien du tout, qui est capable de faire un résultat. Et puis parce que je suis vraiment pas persuadé que tous les résultats aillent dans le même sens, c'est-à-dire le sens contraire pour l'Impact. Over, under, 7, Sid, toi, tu te trouves où avec ça? Je me trouve à 8, je sais que tu me trouveras un petit peu Wow! optimiste, mais oui, c'est aussi parce que l'adversaire est, selon moi, abordable. On a un adversaire qui est vraiment en très grande difficulté, qui, à ce stade de la saison, tourne à 0,95 points. C'est vraiment très médiocre. Donc, Mais pas sur les c'est ce derniers facteur. matchs, Sid. Non, effectivement, il y a une tendance. Sur les 6 derniers matchs, il y a 3 victoires, un nul, 2 défaites. Mais même dans le Sur, scénario de sur la les défaite, sur les quatre et sur les derniers, quatre, c'est sur les 4 trois derniers, victoires ou une défaite à et une défaite. l'arraché sur la route 4-3 face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre. C'est quand même un momentum qui n'a rien à voir avec les 5 défaites en 6 matchs de l'Impact. Non, effectivement, mais comme c'est encore une fois une défaite 4-3, et le 4 est très important. C'est aussi la Ouais. deuxième pire défense de l'Est. 38 buts. Je tape beaucoup sur l'Impact de Montréal et c'est 41 buts, mais 38 buts, c'est du pareil au même. Donc, il y a aussi c'est un adversaire qui, selon moi, est plus que prenable pour l'Impact de Montréal. Ça, c'est un excellent point sur la défense et peut-être une occasion de relancer une attaque de l'Impact qui n'a pas marqué à ces 2 derniers matchs. Sid, je veux t'entendre sur la décision et la manière avec laquelle cette décision-là a été prise de rester aux États-Unis. Un moment surréaliste en conférence d'après-match à la suite de la défaite face à Orlando le week-end dernier, où Thierry Henry, quelques minutes après le coup de sifflet final, se présente pour sa conférence de presse, offre ses commentaires et nous informe que l'Impact est sur le point, quelques minutes plus tard, de prendre l'avion et rentrer à Montréal parce que, selon les propos de Thierry Henry, l'équipe, les joueurs ont absolument besoin de se remettre dans de meilleures dispositions mentales. Ils ont besoin, en gros, de décrocher pendant quelques jours à la maison. Quelques instants plus tard, Amar Sejdic se présente pour les commentaires d'après-match qui sont écourtés parce que, en pleine question, Sejdic dit désolé, il faut que je quitte, on a un meeting. Je ne sais pas pour vous, mais on regardait un peu à gauche, à droite, à savoir un meeting. Quel meeting? Là? Ça peut-tu attendre ou c'est pas déjà fait, ces commentaires-là? Finalement, on se fait dire que Clément Diop s'en vient dans pas trop long. Le pas trop long, ça a été 1 heure avec un Zoom qui tournait. De toute évidence, on a payé notre abonnement annuel pour l'Impact. Il n'y a pas de limite de 40 minutes. Mais Clément Diop est jamais arrivé et c'est seulement le lendemain qu'on apprend que l'avion, il n'y a pas un chat qui est embarqué dedans. Tout le monde est resté. Qu'est-ce que tu as pensé de cette situation-là?
Bon, sur le fond, c'est une bonne décision de rester au New Jersey. Je pense qu'il y a aucun problème avec ça. C'est logique pour préparer le match le plus crucial de l'année contre DC United. Donc sur le fond, je pense qu'il y a pas de souci. Sur la manière, je la mets à deux niveaux. Je pense que c'est une décision qui aurait dû être prise avant et donc communiquée avec l'ensemble de l'équipe et même les communications avant. Quand je parle de la décision, c'est aussi au niveau même des scénarios. J'imagine que si l'Impact avait gagné, on n'aurait été peut-être pas dans l'obligation de rester pour le match crucial et donc Mm. 48 heures d'aller-retour, ça aurait pas été un problème. Et en cas de défaite, c'est évident qu'il faut rester pour travailler sur le dernier match. Donc ça, il y a ce niveau-là. Et puis ensuite, au niveau de toujours cet écart qu'il y a entre le technique et les communications, ce flou artistique qui est constant, qu'on voyait même il y a sous Klopas, sous Biello, sous Garde, où on ne sait jamais quel joueur va venir, pourquoi, et on comprend pas forcément ce qui se passe. Il y a toujours une lenteur dans les communications. Et effectivement, quand Sedic est parti, c'était d'ailleurs moi qui posais la question. Je crois que c'était pour un contrôle antidopage. Je me dis bon, il a quitté comme ça subitement. Puis tout d'un coup, c'est la longueur de l'arrivée de Clément Diop, sans aucune indication de la part des communications, parce que je pense que au bout d'un quart d'heure, on est quand même assez capable de faire une lecture de la situation et de communiquer aux médias, surtout ceux qui ont des livrables, comme qui doivent absolument, pour des raisons de journalistique, livrer leur contenu généralement autour de 22h, 22h30. Donc, voilà, le fond me dérange pas. La manière, c'est un petit peu chassé au naturel, ça revient au galop. Cette capacité de créer des situations là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de situation, là. Il n'y a aucune situation. L'Impact doit rester puisque veut travailler, veut gagner le plus de jours d'entraînement et de repos et rester en groupe. Très bien, il n'y a personne qui est contre ça. Maintenant, encore une fois, rester 1 heure devant les écrans Zoom à attendre pour se faire dire que finalement Clément Diop viendra pas, puis organiser 2 conférences un petit peu pirates avec lui le lendemain et Yuka plus tard. Je sais pas, je trouve que ça c'est des situations qui pourraient s'anticiper, mais ça c'est très caractéristique de l'Impact avec son écart entre la communication et le technique. Oui, c'est un très bon point. C'est peut-être la bonne décision, mais ça sentait aussi l'improvisation et je pense que c'est là où ça laisse ce fameux flou artistique dont tu parles. Juste pour conclure sur ce dossier-là, Jean, qu'est-ce que tu penses? Tu as le coach qui, clairement, lui, avait son passeport dans ses mains ou dans sa poche et était prêt à revenir. Ça vient de où, cette décision-là? Je sais qu'on n'aura pas la réponse tout de suite, mais est-ce que c'est la très haute direction qui dit, là, les boys, là, vous ne revenez pas à Montréal pour quelques jours de repos, vous allez rester là, vous allez travailler? Est-ce que c'est les joueurs qui finalement disent, ben, il faut se retrousser les manches parce que ça ne s'est pas du tout bien passé? Toi, si tu as à jeter un regard qui est clairement un jugement de l'extérieur, mais interprète-le comment, ce volte-face-là? Moi, je pense que ça vient de. Si je le regarde comme ça viendrait de l'encadrement technique. Parce que, rappelle-toi qu'il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion il y a quoi, 2 semaines à la suite d'une défaite où la question était on n'aurait peut-être pas dû faire ça, on aurait peut-être dû rester, on aurait peut-être dû travailler un petit peu plus. Alors, pour moi, ça viendrait plus d'une réflexion qui est ça vaut peut-être pas le coup ces 5 jours, on va vraiment perdre du temps de travail avant un match qui est quasiment en lui-même un match de série. On met un coup de collier là sur cette semaine et puis on voit après. Donc, je pense que c'est plus une question d'encadrement technique, que ce soit Thierry Henry, que ce soit Olivier Renard, que ce soit les gens autour, préparateurs physiques, peut-être. Je ne sais pas qui a son mot à dire dans ce genre de discussion exactement, mais je pense que ça viendrait plus de ce côté-là. Oui, mais j'ai de la difficulté à croire que ça vienne de Thierry Henry, sachant que quelques minutes avant, il nous dit sans aucune hésitation que l'équipe est sur le point de rentrer à Montréal. Je pense que s'il y avait l'intention de tordre un bras, entre guillemets, à des joueurs qui voulaient rentrer pour que tout le monde reste aux États-Unis, il se serait probablement gardé une petite gêne. Mais le nom d'Olivier Renard, c'est intéressant. Il y a peut-être même Kevin Gilmore qui sait Joey Saputo, qui a peut-être envoyé un petit texto en disant, vous savez quoi, l'avion, c'est pas grave s'il revient vide en autant que vous arrangiez pour travailler comme il faut au cours de la prochaine semaine et d'aller chercher les 3 points face au DC United. Et justement, Jean, la clé pour battre le DC United, selon toi, c'est quoi? Je vais être classique, hein, ça va être les duels.
ça va être les duels parce que c'est pas quelque chose dans lequel l'Impact a été brillant ces dernières semaines, ces 2 derniers mois, disons. Ça s'est vu de façon très flagrante dans certains matchs face à la Nouvelle-Angleterre en particulier. Parce que d'autre part, DC United, comme Sid le souligne, c'est quand même pas une équipe qui est exceptionnelle défensivement. Ce que l'Impact nous a montré sur les 2 derniers matchs, même si ça a été des défaites, c'est certaines volontés d'aller provoquer un petit peu plus l'adversaire plus haut, plus loin sur le terrain. Et je pense que c'est une des clés, à condition d'aller gagner ces duels. DC United est assez bon dans certains domaines. Récupérer le ballon et placer des attaques rapides. Essayer évidemment de limiter ce genre de situation. Là, ça va être une question d'organisation. Mais je pense que l'idée de Thierry Henry depuis le début, c'est quand même avoir une équipe qui va vers l'avant, qui joue. Et à ce moment-là, qui s'exprime quand elle a le ballon. Quand tu as le ballon, ça veut dire que tu vas le regagner, tu vas dominer dans les duels, nettement au-dessus de 55% de duels gagnés, hein, clairement au-dessus. Donc c'est là, je pense qu'il faut vraiment rentrer dedans, il faut vraiment être capable de s'imposer physiquement face à United. Sid, j'ai un peu peur là, parce que Jean a tout à fait raison. Les succès de l'Impact passent souvent par une approche agressive pour aller prendre l'adversaire à la gorge, mettre un pressing plus haut. Ceci dit, j'ai aussi l'impression que pressing plus haut dans la tête de Thierry Henry égale 3-5-2 ou 3-5, tu diras ce que tu veux, là, mais bref, 5 gars en arrière. Et ça veut souvent dire que Jorge Corrales est sur la gauche. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai une petite inquiétude si tu y vas avec ce système-là. Je pense qu'on a vu lors du dernier match qu'en 4-4-2 ou en 4-3-1-2, je prends la forme que tu veux, mais avec 4 joueurs derrière, ben, tu te retrouves avec pas mal plus d'occasions, autant d'occasions de centrer les ballons, mais pas mal plus d'occasions de rejoindre quelqu'un parce que tu as plus de gars dans la surface. Tout à fait, tout à fait. Bon, même si c'était un peu caricatural au dernier match, ils ont fait 40 centres et on sait aucunement où les centres Ouais. sont allés. Mais je rejoins Jean sur l'intention. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me demandais, mais quels seraient vraiment les facteurs qui permettraient à l'Impact de gagner. On est conscient qu'il faut de la réussite offensive, on est conscient qu'il faut de la rigueur défensivement, qu'il faut éviter les erreurs, on est conscient qu'il faudra comme du volume de jeu au milieu de terrain, que ce soit entre les Wanyama, les Piet, les Maciel ou les Sedic de ce monde, très bien. Mais je me pense sincèrement que l'Impact doit mettre du rythme. S'il y a une constance dans le match contre New York CFC, contre le Crew et contre Orlando, c'est que dans un sous-rythme, l'Impact de Montréal finit par s'endormir lui-même et concède comme ça, parfois même un peu contre le cours du jeu, sans que lui-même soit l'équipe qui domine. C'est toujours un peu spécial, mais sous un coup d'accélérateur de l'équipe adverse, NYCFC, le Crew, Orlando ont marqué un petit peu de nulle part. Donc l'Impact, pour éviter cette situation, sachant qu'il y a quand même une statistique qui est très lourde, c'est que l'Impact, lorsqu'il est mené en première mi-temps, n'a jamais réussi à aller récolter le moindre point. On ne parle même pas de victoire, mais le moindre point. L'Impact doit absolument mettre du rythme d'entrée de jeu, d'être très agressif, que ce soit au niveau des duels, au niveau du nombre de tirs tentés. Kyoto, 1 tir, je pense, au dernier match. Non, c'est nettement insuffisant. Et je crois que ce sera vraiment la variable la plus importante sur laquelle l'Impact doit jouer pour se mettre d'ici dans la poche. Et je trouve ça super intéressant, Sid, que tu parles du tempo puis de gérer les moments dans le match où il faut que tu accélères les choses. Oui, peut-être à d'autres instants, ralentir, mais pas ralentir au point de t'arrêter puis d'oublier de repartir. Et c'est là où, pour moi, sachant que c'était la première semaine d'entraînement complète de l'Impact depuis le début du mois de septembre. Depuis ce temps-là, ils ont joué 14 matchs, si j'ai bien fait mon calcul. C'est énorme comme avantage d'être capable de préparer ta semaine comme ça, tous les petits trucs sur lesquels tu peux travailler, mais surtout les automatismes que tu peux développer parce que je présume que Thierry Henry a décidé de bonne heure comment il allait choisir de jouer sur le terrain. Et là, il n'y a pas d'excuse de on jouait à 4 derrière mercredi, puis là, on est passé à 5 derrière samedi, puis on est revenu à 4 le mardi suivant. Là, tu as une semaine au complet pour travailler avec des joueurs. Peut-être que tu n'as pas tout le monde de disponible, mais tu as assez de gars pour travailler comme il faut. Et surtout, tu as assez de repos pour que Victor Wanyama devienne le gars dans la salle de tes machines.
c'est une des grosses déceptions jusqu'à maintenant. Pas Wanyama et ce qu'il est capable d'apporter par flash, mais justement, c'est qu'on voit juste ça, des flashs. Je parlais avec Grant Needham l'autre jour à TSN 690 et il disait, il n'a même pas fait une mi-temps au complet où tu dis, wow, il a dominé. Il y a des moments où tu le sens complètement hors concours physiquement pour sa capacité à changer le point d'attaque. Il y a des ballons qu'il est capable de récupérer. Mais là, avec une semaine de congé qui devrait lui permettre de recharger les batteries un peu, il n'y a pas d'excuse. Il faut que Wanyama soit le joueur désigné que tu as dans ton équipe, le seul que tu as dans ton équipe, et qu'il soit capable de propulser l'Impact vers l'avant, qu'il soit capable de justement dicter le tempo. Parce que si tu ne fais pas ça, à quelque part, Jean, cette année, Victor Wanyama, sans être un acteur de l'échec potentiel de l'Impact, ce serait quand même une déception, non? Ah ouais, complètement. Complètement, parce que tu soulignes ça. Oui, ce que disait Grant, c'est totalement vrai. Il n'y a pas une mi-temps où tu dis, OK, ce gars-là, voilà, c'est la valeur ajoutée, c'est la plus-value de l'équipe parce que il apporte une totale sécurité à tel poste, dans tel secteur de jeu. Et c'est vrai que c'est ce qu'on attend de lui, hein, surtout dans une position qui est cruciale actuellement. Ouais, il faut qu'il se montre dominant comme il est capable de l'être. Comme il est capable de l'être. Et c'est un raccourci, mais quand on parlait des duels, c'est un gars qui a été pris en partie pour ça. C'est capable de faire basculer ce genre de lutte au milieu de terrain du côté de l'Impact. Et pour l'instant, non, il semble être pris dans cette dynamique qu'on voit l'équipe. Vous le signaliez tous les deux tout à l'heure, quand elle est capable, elle arrive à s'endormir par moments et d'ailleurs, ces moments où on sent que c'est mou, c'est là qu'on voit des erreurs commises et ça, c'est récurrent quand même depuis 2 mois. Donc, il faut effectivement un gars qui rentre dedans et puis qui soit chaud pendant un match entier. Et c'est vrai qu'on n'a pas ça pour l'instant. Non, on est loin du compte jusqu'à maintenant. Et pour moi, il y a 3 choses qui sont essentielles pour que Victor Wanyama soit dominant dans ce match-là. 1, arrête de marcher. Que ce soit dans ton replacement ou après avoir passé le ballon, parce que c'est une des grosses habitudes de Wanyama. Il récupère, il passe, puis là, tout d'un coup, il se met à marcher. La deuxième chose, prends l'information comme il faut. Le but contre Nashville, c'est qu'il ne savait pas ce qui se trouvait derrière lui. Il ne vient pas intervenir sur le coup franc. Puis finalement, l'Impact encaisse le seul but du match. Et finalement, s'il y a des occasions, appuie l'attaque. Pas nécessairement pour te retrouver dans la surface de réparation adverse, mais au moins pour pousser tout le monde vers cette surface de réparation-là. Yeah. Si Victor Wanyama arrive à faire ça, c'est un visage complètement différent qu'on va voir chez l'Impact au milieu de terrain. S'il n'y arrive pas, je pense que l'Impact pourrait se retrouver dans le trouble. Dernier petit commentaire avant de passer à notre temps additionnel. Sid, tu avais fait tes devoirs sur Tauro. Finalement, le Forge avait fait ses devoirs sur Tauro aussi. L'équipe de Canadian Premier League qui passe en demi-finale de CONCACAF League avec une victoire de 2-1. Il y a une question qui nous a été posée, j'oublie ça venait de qui sur les réseaux sociaux. Ça nous demandait, ça veut dire quoi ça pour le soccer canadien et la Canadian Premier League? Parce que très honnêtement, je sais qu'on connaît peu les adversaires, mais est-ce qu'on s'attendait à voir le Forge sortir d'une saison bancale où tu as juste joué des matchs très condensés dans un tournoi à l'île du Prince-Édouard? Je pense pas qu'on les attendait en demi-finale de CONCACAF League. Non, effectivement, c'est très juste, mais ce que ça veut dire, beaucoup, c'est, je pense, en termes de légitimité pour une ligue qui n'a que 2 ans d'existence, ça montre le travail de fond, ça montre aussi le vivier de talent, parce que je pense que si beaucoup de joueurs reconnaissent une forme de similarité entre le niveau de la CanPL et celui de la USL, il y a moins l'influx de joueurs sud-américains, comme le rappelait, je pense que c'était un des joueurs d'Halifax, je lisais une entrevue, qui trouvait c'est Jeffrad, l'ancien de exactement. Donc il disait vraiment que la différence était encore là, mais dans 1 ou 2 ans, pour lui ce serait du pareil au même, et c'est assez impressionnant quand même pour une ligue qui, comme je le rappelle, n'a que 2 ans d'existence. C'est une victoire qui va servir aussi d'étalon de ce que peut réaliser un champion de saison, montrant que la demi-finale CONCACAF League est totalement accessible
accessible, mais aussi peut-être dans le cadre, parce que là on est dans la CONCACAF League, mais dans le cadre de la Champions League aussi peut-être réviser un petit peu à la hausse les attentes qu'on pourrait avoir sur les clubs canadiens. Et là, comment dire, je pense que si le rayonnement sur le talent, sur la façon d'évaluer le talent, je pense qu'il y a toujours aujourd'hui une arrière-pensée que oui, mais bon, ils le font en CanPL, donc même si on voit des joueurs qui brillent, on a toujours cette gêne-là. Ces matchs-là contre d'autres oppositions d'Amérique centrale permettent à la CanPL de montrer, mais non, c'est pas parce qu'on est en CanPL, le joueur est intrinsèquement bon ou les équipes sont intrinsèquement bonnes, le staff aussi travaille bien, donc tout ça va servir énormément. Et je pense qu'il y a beaucoup de positifs à retirer de cette victoire. Et c'est deux victoires, hein, c'est match aller et match retour, donc c'est quand même c'est pas du hasard. Très intéressant. Jean, j'aimerais ça qu'on passe au segment en temps additionnel maintenant avec Jamie Vardy. Là, son histoire de Hollywood. D'ailleurs, le film, il est sorti? Il arrive quand, ce film-là? Il s'est passé quoi avec ça? Tout ça pour dire qu'on attend peut-être que l'histoire fantastique se termine parce qu'on jase encore de Jamie Vardy en Angleterre. Ah, moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique parce que il connaît cette saison phénoménale en 2016 où il est, tu le prends par n'importe quel bout, il est l'acteur principal du titre de Leicester. Il bat le record de matchs consécutifs en marquant, qui était tenu par Van Nistelrooy. Il marque des buts décisifs. Bon, dans le même temps, il gagne sa place en équipe d'Angleterre, mais juste avant l'Euro. Mais c'est un phénomène et il était là tout le temps. Il marquait continuellement. Même au moment où on disait Leicester va s'essouffler, non, il était là. Donc ça a été cette saison absolument référence pour lui. Et puis après, tout le monde se posait la question. Tout le monde posait la question en disant est-ce que ça a été un feu de paille? Est-ce que ça a été une saison? Est-ce qu'il va pas retomber dans une certaine pas anonymat, mais disons voilà quoi, un gars à 7-8 buts par saison et puis voilà. Non, pas du tout. Il y a eu un mauvais moment, mais qui coïncidait avec tout de suite après le titre, à un moment général de l'équipe où là il y avait une sorte de ballon s'était dégonflé complètement. Et la remontée, il y a eu ce problème au moment où Leicester est passé avec Claude Puel, parce qu'on voulait aller chercher un style de jeu un peu plus léché, un peu plus sophistiqué, un peu plus continental, comme ils disent en Angleterre, mais qui collait pas du tout à l'idée, à la nature de l'équipe. Et d'ailleurs, Vardy, à ce moment-là, a été le premier à dire ça va pas, et il s'est clairement opposé à Puel. Et d'ailleurs, il a eu raison au bout du compte puisque Puel est parti et on est venu avec un système, et Brendan Rodgers qui est là maintenant a très bien compris, tu joues au bout du compte parce que tu as Vardy au bout et tu regardes ses stats. Donc à part cette saison, et encore quand je disais une mauvaise saison, il a eu 13 buts, hein, mais sinon c'est 20, 18, 23. Là on est quand même assez tôt dans la saison, il est déjà à 7 avec encore un match fort contre Leeds il y a quelques jours où quand même Leicester est allé gagner à Leeds et ça a été assez impressionnant. Moi, je trouve ça fantastique parce que ce gars-là, tu sais comment il joue. C'est pas une bête technique, c'est pas un gars qui est incroyablement doué. Et ça, je le compare par exemple à des attaquants purs qui étaient avant, qui étaient des monstres en première ligue comme Van Nistelrooy, comme Van Persie. Il n'est pas à ce niveau-là, clairement. Mais il continue parce qu'il est malin, parce qu'il sait exactement quelles sont ses forces, il va les exploiter au maximum. Sid, tu te rappelles, moi, il me fait penser énormément à un joueur français d'il y a 30 ans qui était Jean-Pierre Papin. Papin. Exactement. Et parce que ce gars-là, tu disais, mais tu le vois jouer, tu dis, ok, je peux le mettre dans ma poche quand je veux parce que je vois ce qu'il va faire. Et puis, non, à chaque fois, il était capable parce qu'il comprenait avant toi comment il allait, ses courses, ses appels, comment le jeu allait se dérouler. Et à chaque fois, il glissait entre tes doigts et puis, il se retrouvait devant le but. Et je trouve ça incroyable chez Vardy, c'est qu'on sait comment il joue, on sait quelles sont ses forces, on sait qu'il va faire ce genre d'appel, on sait qu'il va chercher à partir derrière la défense, et il continue à le faire. Même quand tu es prévenu, même quand tu mets 2 gars sur lui, et il est capable, par un changement de direction, par un petit truc, de se retrouver tout seul, et il continue à le faire il a quoi, 31 maintenant, Vardy? Je trouve ça impressionnant, 32 même. Je trouve ça impressionnant.
C'est de Jamie Vardy, le Jean-Pierre Papin de Leicester. Celle-là, je vois tout à fait la comparaison. Je vais mettre les deux dans la même, dans la même phrase. Non, Il mais y a quelque chose c'est vrai que d'exceptionnel c'est vrai là-dedans. que oui, c'est vrai, tu as raison. JPP a été Ballon d'Or, mais je pense que voilà, gens comme Jamie Vardy, je pense qu'en 2016, son crédit, il n'a pas forcément eu autant que Jean le disait. Donc, comme je pense qu'il y a beaucoup, je pense que c'est Mahrez qui a été élu joueur de l'année, ou Kanté, puis Kanté qui réussit en 2007 avec Chelsea. Tout de suite, lui prend beaucoup de place dans la lecture qu'on fait de l'année 2016. Puis après, Mahrez qui réussit aussi de son côté avec City, puis avec l'Algérie. On a beaucoup donné de place à d'autres acteurs. Et puis tranquillement, pas vite, on s'est rendu compte, mais je pense qu'il a peut-être une vingtaine ou trentaine de buts contre le Big Six, Mm. Vardy, qui est toujours là. Que c'est vrai que malgré que ça n'a pas fonctionné avec l'équipe d'Angleterre et qu'il a eu la courageuse décision, en tout cas la honnête décision de dire que, écoutez, moi, l'équipe d'Angleterre, c'est pas pour moi. M'appelez plus, je me concentre sur le club. Donc là, même, c'est assez intéressant et voir que malgré l'appel du pied d'Arsenal et peut-être d'autres clubs en première ligue, à Leicester, il est resté et il est resté et continue de dominer offensivement. Je pense qu'aujourd'hui, on réalise que finalement, oui, lui était tout aussi important que Morgan, que Schmeichel, que Mahrez, que Vardy, que tout le monde finalement, qui et peut-être même finalement là, en ce moment-ci, je te rejoins, Jean, peut-être l'acteur majeur de ce titre 2016, mais je suis pas sûr que c'est la lecture qu'on faisait à l'époque. Non, et juste pour conclure là-dessus, je trouve très intéressant les choix de carrière dont tu fais mention, Sid, parce que je pense pas que Jamie Vardy continue et je viens de vérifier, là, c'est 33 ans, 34 en janvier pour Jamie Vardy. Quand même, je pense pas, comme tu viens de le dire, Sid, à Arsenal, il y a ce temps de jeu-là. À un moment donné, on finit par te gérer, tu perds du rythme, t'es pas la figure de proue d'une équipe qui joue clairement vers toi, comme Jean le disait tout à l'heure, et je suis pas mal convaincu que ça n'aurait jamais donné les mêmes genres de statistiques pour un Jamie Vardy qui connaît un début de saison exceptionnel, encore une fois. On n'est pas au début de saison de la Ligue des champions. On est déjà à la troisième journée. Comme ça, en claquant des doigts, on a fait 3 match day en Champions League. Qu'est-ce que tu retiens des matchs de cette semaine, Sid, en Europe? Le Real Inter, de très haute qualité. Je pense que c'était un match, une affiche, et qui a répondu. Parce que parfois, il y a des affiches sur papier qui accouchent vraiment d'une souris. Mais c'était un très beau match, un beau 3-2 entre l'Inter qui a failli faire le mauvais coup à un Zidane qui est quand même pas si confiant que ça, qui a pour une deuxième fois pu aligner sa femme, la HBA, maintenant le nom de Hazard, Benzema, Asensio, qui peut-être va être le trio qui l'amènera à des succès. Donc non, un beau match de belle qualité, une victoire du Real qui reprend confiance. Donc en termes de match, c'est ça que je retiens. Peut-être en termes de tendance, de souligner que les 4 équipes anglaises sont en tête de leur groupe respectif. Eux qui étaient passés un petit peu à côté de leur Ligue des Champions de l'an passé, montrent peut-être un miroir inversé avec les résultats en championnat où ils ne sont pas présents, ces équipes-là, et que c'était Liverpool, de voir qu'ils sont toutes en tête de leur groupe, c'est aussi intéressant. Parlant d'équipe anglaise, je pense que Liverpool a attiré ton attention cette semaine, Jean? Oui, ouais, absolument, parce que depuis le début de saison, c'est très bien, c'est vraiment bien ce qu'il faut. Ils sont en tête, rien à dire. Mais il y avait un petit goût de c'est un peu compliqué des fois. Il y a des matchs sur lesquels ils ont dû s'arrêter et qui étaient peut-être pas vraiment convaincant. Ce que j'ai vu contre l'Atalanta, là j'ai trouvé ça convaincant parce que j'ai retrouvé le Liverpool d'il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. C'est-à-dire rentre dedans. Ça a pris 5 minutes pour jauger l'adversaire. L'Atalanta, on sait que c'est une équipe qui joue au ballon. Ils ont un petit peu pris la mesure. Et dès qu'ils ont commencé à dérouler, là c'est devenu extrêmement brutal. Il est certain que dans ce match-là, on a beaucoup parlé de Jota parce que il apparaît comme une solution brillante. Là, vraiment, tu dis, waouh, recrutement tip top parce que ils sont allés chercher un gars qui complétait le système d'attaque. C'était pas évident. C'était pas évident quand ça tourne aussi bien avec Firmino, Mané, Salah depuis 3 ans. Comment tu vas rentrer un gars sachant qu'il est
il va pas être titulaire, mais il va falloir l'utiliser vraiment régulièrement parce qu'il a essayé quand même. Il a essayé d'étoffer son attaque. Il y a eu Origi qui a été pas mal, mais qui était intermittent. Shaqiri, ça n'a pas été un succès. Lallana, ça n'a pas été un succès. Ings non plus. Donc, arriver à rentrer dans ce trio d'attaque, à compléter même ce trio d'attaque, c'est fort. Il est allé chercher un gars, et le match de Jota est brillant parce que tu vois ce qu'il apporte dans ses appels, dans ses mouvements. Ça a été vraiment un gros plus offensif pour eux. C'est un gros plus offensif pour Liverpool, et d'ailleurs il est sur une période, il est dans une période super chaude. Il marque, ça fait quoi, 4 matchs de suite où il marque, et match début décisif. Il y a ça. Et puis, deuxièmement, parce qu'on disait, ouais, Liverpool, ils vont avoir du mal à se renouveler, etc. Rhys Williams, qui est entré en défense centrale, on sait que Liverpool a des gros problèmes en défense centrale. Rhys Williams, 19 ans, parfait. Il a fait un match nickel, prise de balle, relance, propre. Curtis Jones, à droite du milieu de terrain, excellent parce que tu le vois dans ses courses qu'il est complètement dans le système de l'équipe. Il y a des moments où ses appels et ses mouvements ressemblaient clairement à ce que fait Henderson, par exemple. Neco Williams, qui est entré en jeu, 19 ans aussi, qui est un défenseur droit, qui va permettre d'être un peu une sorte de doublure à Alexander Arnold. Alexander Arnold, il a commencé en Ligue des Champions, il avait quoi, 17, 18 ans. Donc c'est un petit peu le même modèle. Donc quand on dit que Liverpool s'essouffle un petit peu à des joueurs qui sont peut-être qui sont un petit peu moins jeunes, qui vont avoir du mal à tenir une saison, moi ce que je vois, c'est que derrière, ça rentre pas mal fort, et qu'il y a vraiment quelque chose qui se ressource dans cette équipe. Et moi je les vois bien aller cette saison en Ligue des Champions. Et c'est particulièrement important, ça, parce que je pense que rendu au mois de février, au mois de mars, toute l'année de pandémie où tu arrêtes jamais, dans le fond, parce que les joueurs se sont gardés en forme, il n'y a pas eu de véritables vacances. Mentalement, ça a été taxant pour tout le monde, à défaut d'être aussi taxant que si on se retrouvait sur le terrain. Et c'est là où les équipes qui ont fait tourner avant les fêtes, à mon sens, vont avoir des ressources supplémentaires après Noël. Donc, ça va être super intéressant à surveiller du côté de Liverpool, qui voudra reconduire son titre d'abord, mais surtout être capable de tenir la route parce que physiquement, mentalement, je suis convaincu que le début de 2021 va être assez difficile, merci, sachant que tu as l'Euro en plus qui s'en vient par la suite. Tu as les Olympiques pour certains, donc il va y avoir un paquet de préoccupations. Ça va être fascinant à suivre. Les gars, c'est l'heure de nos sujets chauds. La première question vient de Matt Heavy qui nous demande, on va y aller avec toi, Sid, pour commencer. Est-ce que Pogba va rester ou non à Manchester United? C'est la question à 1 million, à 100 millions, je dirais. Non, je pense pas que Pogba va rester pour son bien et pour le bien de United. Je pense qu'on arrive à une situation où mutuellement, ils n'ont plus du tout rien à s'apporter. Il y a besoin d'un autre défi, d'un autre environnement dans le cadre du français qui, comme un peu tout l'ensemble de tous ses camarades depuis la Coupe du Monde, est sur un déclin. Je veux dire que tous les acteurs majeurs de l'équipe de France 2018 sont tous sur le déclin. C'est assez fascinant comme phénomène d'euphorie puis de redescente. Et du côté de United, je pense qu'il y a besoin véritablement dans son animation, dans même de toute façon comme dans le hors-terrain, de passer à autre chose avec Pogba, qui d'ailleurs même de plus en plus sort du banc et est un peu plus intéressant d'ailleurs lorsque utilisé comme ça, a une capacité quand même de débloquer les matchs. On l'a vu contre Paris Saint-Germain. Il peut en 30 minutes faire une différence. Maintenant, en tant que titulaire, c'est compliqué, et à son prix d'achat, même si c'est pas dans sa poche, mais à son statut, on peut pas se permettre finalement d'avoir un Pogba sur le banc. Donc à ce moment-ci, je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant. Son option a été reconduite. Son option pour 2022 a été reconduite. Ça permet de pouvoir peut-être aller encaisser un 50 millions du Real Madrid, et tout le monde peut être très, très heureux et passer à autre chose. Au final, Jean, est-ce que Manchester United va avoir failli à Paul Pogba ou est-ce que Paul Pogba va avoir failli à Manchester United?
Je pense que c'est clairement un peu des deux. Quand tu synthétises un petit peu de ce qui est dit, ce que Sid vient de dire et ce qu'on entend un peu à droite à gauche, on revient pas mal à. euh, ok, en allant droit dessus, on revient à ce qu'on disait sur Wanyama. C'est que quand tu prends Pogba, tu veux un joueur qui soit capable d'être le joueur dominant au milieu de terrain parce que techniquement, il est capable de remplir X tâches. Bon, il y a un problème clairement avec lui et que ses entraîneurs jusqu'à présent à United ont eu du mal, c'est de savoir comment tu le fais jouer, où tu le fais jouer. Je crois que c'est récurrent. C'est parce que devant, plus près de la défense, tu vois que c'est un organisateur qui est capable de repartir, mais il est capable, quand il est beaucoup plus près des attaquants, d'avoir ces moments où il déséquilibre l'adversaire complètement et il crée des choses. Et personne n'a vraiment réussi à bien trouver la façon de le maximiser, ce que Pogba est capable d'apporter. Ça vient du joueur aussi parce que c'est vrai qu'on sent que par moment il n'est pas vraiment dans le coup, il n'est jamais 90 minutes dans le coup. Et ce que dit Sid est totalement vrai, c'est que quand tu vois un condensé de 30-35 minutes de Pogba, là tu dis voilà, c'est ça que tu veux de ce joueur-là. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne le voit pas 90 minutes. Et pour un joueur de son statut, c'est pas acceptable. La prochaine question nous vient d'Émile Archambault, Sid, qui nous demande, en fonction du résultat d'en fin de semaine, si l'Impact fait ou ne fait pas les séries, est-ce que ça influence les plans pour 2021? Oui, ça influence les plans. Si l'Impact ne fait pas les séries, c'est certain que tu as une grosse difficulté avec la pause qu'il y a jusqu'au 15 décembre, je pense, qui est le match de Ligue des Champions Ouais. CONCACAF, donc le match retour contre CD Olympia. L'Impact est complètement hors de rythme. On a des joueurs qui sont dans leur tête ailleurs. Tu as besoin de ce extra match pour maintenir ton groupe. Maintenant, au niveau de la gestion maintenant, si l'Impact fait les séries, bon, comme je te dis, il y a une question de rythme et de maintien de groupe. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est surtout sur la gestion des contrats. Je veux dire, l'Impact ne fait pas les séries, mais on sait très bien qu'il y a un match qui arrive. Oui, ils sont sur contrat jusqu'au 31 décembre, mais bon, soyons un peu sérieux. Normalement, une fois que l'équipe est éliminée, on est capable de commencer à faire le ménage, de faire les recrutements. Et là, on a une situation qui est vraiment problématique avec la Ligue des Champions CONCACAF, mais aussi qui serait problématique dans le sens qu'on n'aurait pas d'autres éléments pour répondre à la question est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on passe à autre chose. Ces matchs additionnels dans un cadre extrêmement important, à fort enjeu, donnent ces réponses-là. Il y a des joueurs qui, simplement parce que lorsque l'enjeu augmente, sont présents, sont capables de se racheter 1 ou 2 années de contrat assez facilement. Enfin, ils le mériteraient, mais c'est aussi ça. Donc, non, ça change beaucoup de choses pour l'Impact de Montréal. Ces matchs-là changent énormément sur la dynamique au niveau du technique, mais aussi au niveau simplement de l'organisation des contrats pour l'an prochain. Oui, puis tu parles justement de ces contrats-là. Sid, je te lance ça juste de même. Ton bilan de fin de saison, tu le fais quand? Avant ton dernier match de l'année ou autour d'une Ouais. tourtière le 24 au soir? C'est une excellente question. Comment on peut faire un bilan alors il restera un match à faire et un match qui change aussi la dynamique de 2021. Si l'Impact fait une demi-finale, caresse une finale, on est dans une autre dynamique et puis la saison s'évalue différemment. Veut pas, ce sport, c'est un sport de compétition, de trophées, de parcours, et si l'Impact fait quelque chose entre le 15 et le 22 décembre, ben, la saison est complètement différente. Thomas, finalement, Jean nous demande est-ce qu'une qualification pour les séries serait synonyme de succès pour la saison de l'Impact en 2020? Est-ce que de facto, tu gagnes dimanche, ta saison est réussie, peu importe ce qui arrive par la suite? Non, parce que tu peux pas dire que c'est une réussite quand tu as 10 équipes qui se qualifient pour des pré-séries, puisque ce sera un match qui ressemble à ce qu'on avait en 2013-2014,
des barrages pour accéder aux séries. Donc non, tu peux pas dire que c'est une réussite. Je dirais même que c'est un minimum requis, hein, être dans les 10 premiers. Maintenant, vu comment l'équipe a, c'est une analyse sur la longueur. Non, je peux pas dire non plus que ce soit une réussite parce que ce qu'on a vu depuis le début de saison où l'Impact avait des attentes très hautes et a été toujours dans le top 8 de la division Est. Et en fait, on voit qu'il y a un glissement progressif sur les dernières semaines et jusqu'au point de ne pas être sûr de terminer dans le top 10. Donc, je ne peux pas dire que ce soit une réussite. Non, et c'est un glissement important. On a parlé en début d'émission de 5 défaites à leurs 6 derniers matchs, puis c'est seulement 2 victoires parce qu'on parle beaucoup de you win, you're in dimanche, mais c'est 2 victoires en 12 matchs seulement sur les 12 dernières rencontres de l'Impact. Donc, ça reste un défi important. Et je viens d'avoir une question du staff, les gars, qui concerne Lassi Lapalainen, parce qu'on a eu la nouvelle cette semaine que Lapalainen avait son prêt prolongé, pas jusqu'à l'été prochain, comme c'était le cas cette année, parce que Lapalainen, on a dû renégocier, entre guillemets, avec soi-même, avec Bologne, pour s'assurer qu'il soit à Montréal jusqu'à la fin de l'année. Bon, il s'est blessé il y a quelques semaines, mais reste que c'était un atout important sur la fin de saison. Ce sera un atout pour l'an prochain. Mais à quel point tu es enthousiaste par rapport à cette nouvelle-là, Sid? Est-ce que tu as déchiré ta chemise parce qu'enfin, on va l'avoir sur une saison complète puis on sait qu'on peut compter sur lui pour toute l'année 2021 ou est-ce que tu dis, ben, c'est peut-être parce que Bologne n'en veut pas tout de suite qu'on est encore avec Lapalainen à Montréal? Oui, c'est certain qu'il aurait tout cassé avec 20 buts, on l'aurait pas revu l'année prochaine, mais en même temps, je suis assez content, parce que c'est une bonne décision pour lui, je crois, et pour le club. Lapalainen c'est l'un des joueurs qui a le plus haut taux de tir cadré de l'équipe, et lorsque l'effectif tirait peu, avec Lapalainen, c'est pas vraiment un problème parce que lui, quand il tire, ça faisait très souvent but. La dernière fois que j'avais regardé, c'était 74% de tirs cadrés. C'est énorme pour un attaquant. Donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est un joueur qui fitait bien et on voyait des choses intéressantes, notamment dans la victoire contre le Crew, entre lui et Boyan. Maintenant, c'est aussi bon signe que son année 2 n'a pas été très bonne. Je pense que je le soulignais pareil à la radio avec les Okonkwo. C'est pas des bonnes deuxième années. Ils sont très loin des attentes qu'on aurait pu se faire des joueurs après leur première saison avec l'Impact de Montréal. Donc lui, c'est une occasion aussi de se refaire. C'est une occasion aussi de peut-être voir son année de façon plus claire. La Finlande est encore en course pour l'Euro 2021. C'est peut-être que lui, ça lui permettrait de savoir que l'an prochain, il est à l'Impact, comme de janvier à décembre, et puis après, à la période du mercato hiver, ça peut être un plus pour Bologne et quel que soit où ils sont rendus en Serie A. Donc, je pense que ça peut être intéressant. C'est bien. Je dis encore une fois, c'est win-win pour Lapalainen, le club, et même pour Bologne, dans le fond, qui va récupérer sûrement un joueur plus en confiance et est capable de faire des différences, en tout cas de se battre pour quelque chose avec le groupe. Je me doute de votre réponse avec l'enthousiasme que vous m'avez offert sur votre échelle de 1 à 10 plus tôt aujourd'hui. Pouce en l'air, pouce en bas, l'Impact qualifié pour les séries. Les 2 pouces en l'air, évidemment. Jovialiste ou visionnaire, je ne sais pas ce que vous êtes, mais j'aimerais bien être capable de vous parler la semaine prochaine puis d'être en train de mettre la table pour les séries éliminatoires. Un premier match de série, ce fameux play-in ou le barrage dont tu parlais, Jean, où Jukka Raitala serait visiblement pas disponible parce que le 18, il va jouer le dernier de 3 matchs avec la Finlande. C'est un dossier dont on aura la chance de parler la semaine prochaine parce que c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, les gars. Toujours un plaisir. Merci bien. Merci. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez partager et consommer notre contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées et continuez de nous poser vos questions sur Twitter tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF.